Alors, bonjour, je suis avec Stéphane Domilière de l'Icaron. Merci Bonjour. Stéphane d'être ici. Merci Samuel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, on va parler de ta boîte l'Icaron que tu as montée il y a combien Avec de temps? plaisir, il y a 2 ans. Donc, nous, on se connaît parce que tu as rejoint la French PropTech. Tu m'as été envoyé, recommandé chaudement par Jean-Luc Chauvin il y a combien? Il y a Moi, il y a 1 an et demi à peu près. un an et demi. Donc, c'est ça. tu venais de monter ta boîte. Ça faisait 6 mois qu'on travaillait, c'était encore un prototypage. Et donc la boîte, effectivement, venait d'être créée. On n'avait pas encore de MVP. Donc, l'Icaron IMO, c'est ça. Donc, ça. tu es basé à Marseille. Vous êtes 2 associés 2 associés, 8 employés. et 8 employés déjà. 2 ans d'ancienneté, c'est énorme. Donc, explique-nous ce que tu fais parce que c'est assez intéressant, moi, je trouve. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors l'idée de l'Icaron, c'est d'aller construire de la data dans l'immobilier en sortant des carcans habituels, c'est-à-dire en ne se focalisant pas sur la moyenne des prix, par exemple, moyens au mètre carré, mais en tenant compte de toutes les variables qui concernent les biens pour être capable de sortir en fait des données qu'on n'a pas habituellement. Du style, quels vont être les biens qui vont avoir le plus gros potentiel de revente sur plusieurs années, lesquels se distinguent du marché, qu'est-ce qui se raréfie et pourquoi. Donc on arrive à avoir ces données-là grâce à de l'analyse économétrique beaucoup plus poussée que ce qui existe habituellement. Ce qui existe aujourd'hui, c'est je vais sur un meilleur agent, je fais mon estimation sur un priceable. Enfin, nous, on a des estimateurs. Ouais, il y en a plusieurs, ouais. Etc. En quoi tu vas plus loin? Dis-moi en quoi par rapport à un meilleur agent. Moi, j'ai un peu l'impression que meilleur agent, c'est un peu la data des particuliers qui font leurs estimations. Alors, Ça sort un peu les chiffres qu'ils mettent, plus les ventes de se loger, etc. C'est un peu un mix de tout ça. Mais C'est ça, c'est que pour moi, c'est pas raffiné du tout. Alors c'est ça, c'est que notre force et aussi notre faiblesse, c'est que nous on le fait de façon ultra précise, ultra micro, donc on va dire vraiment secteur par secteur, et ça permet de focaliser sur les critères de chaque bien plutôt que les critères géographiques. Eux, c'est Oui, l'inverse. parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est un premier... Oui, mais donc chaque bien, donc tu as les données DVF que tout le monde peut avoir. Et que comment nous, tu arrives à avoir chaque... Que nous, on n'utilise pratiquement pas parce qu'il faut aller beaucoup plus loin et il faut faire vraiment un mapping de tous les secteurs en sachant combien il y a de T2, combien il y a de T3, combien de biens sont lumineux, combien sont traversants. Comment tu arrives C'est très à lourd. avoir, Il faut réceptionner, stocker, traiter, analyser, retraiter un tas de données. On en a des milliers par ville et c'est ça qui a pris un temps quand même conséquent. Et c'est pour ça aussi que le site n'est pas encore valable sur toutes les villes. C'est parce qu'on traite ville par ville. Et il faut... Combien de villes en France aujourd'hui? Alors là, on a les 20 plus grandes métropoles. On a sorti Orléans hier soir, donc on rajoute petit à petit. Et comme je l'ai dit, voilà, on ne veut pas faire du macro, c'est-à-dire sortir des régions, des départements entiers avec des moyennes. Okay. Le but, c'est d'aller vraiment cibler. Par contre, si tu prends une ville comme Marseille, on a vraiment mappé quasiment 90% de la ville, où on a tous les détails de la quasi-totalité des biens sur Donc Marseille. tu arrives à voir, je prends, je sais pas, rue de Lodi, tel numéro, tu arrives à savoir si un 3e étage vaut plus, enfin, ouais. Alors c'est Par un une valeur phénomène de financière. rareté. Par un phénomène de rareté, c'est ça. Tu vas être capable de voir si on peut mettre en avant un critère ou non. Je donne un exemple. Très récemment, on a fait un gros focus sur le 5e arrondissement. Les surfaces se sont raréfiées dans le 5e parce que tout le monde était allé transformer en fait des T4 en T3 ou en T2 locatifs. Et donc aujourd'hui, dans le 5e, dès que tu passes les 55 mètres carrés, c'est pas grand chose, hein, 55 mètres carrés, tu rentres en fait déjà dans une frange de biens qui est rare. Et si en plus le bien, ça n'existe pratiquement plus, est traversant, je crois qu'il y avait moins de 4% de traversant dans le 5e, alors là tu rentres dans un phénomène de rareté où tu es le seul à avoir autant de surface, à avoir un bien traversant. Et ça, à moins d'avoir accès à ces études, tu ne peux pas le savoir. Mais comment tu arrives à avoir le nombre, je prends Boulevard Baille, donc dans le 5e, ouais. Je sais pas, je suis au 180 Boulevard Baille, combien j'ai de T3, comment tu arrives à avoir alors, ça en fait, les personnes... Elles vont fournir des datas en allant faire des estimations. Nous, on a aussi pris tout ce qui avait existé en termes d'annonces, etc. Et il y a des infos qui commencent à être plus ou moins publiques, auxquelles on a accès grâce aux copros, auxquelles on a accès grâce à des partenaires. Les règlements de copro, tu peux les il y a les indexer ou pas? Il y a plusieurs façons d'aller. Les règlements de copropriété te donnent, pour moi. Ouais, alors il y a. Non, mais il y a plusieurs façons. Est-ce que tu es capable d'indexer un règlement de copro? Alors, on le fait pas de cette façon. Nous, c'est plutôt avec. En gros, aujourd'hui, on va aller faire du machine learning en lisant en fait des images ou en lisant des plans de construction, etc. En voyant ce qui s'est passé sur de la réno, sur de la transformation. Donc on est capable de mapper vraiment des quartiers entiers. C'est long, hein, je le redis. Parce que dans l'ancien, tu me dis ça, mais dans le neuf, je viens. Alors, tu vas trouver sur du Bouygues, du XY, les promoteurs, tu arrives à trouver les plans. Ce qui s'est passé, voilà. Mais ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est facile pour toi. Mais dans l'ancien, comment tu fais? Dans l'ancien, c'est là que je disais. Je reprends rue de Lodi, voilà. On reprend rue de Lodi, c'est que de l'ancien, etc. C'est là qu'il faut capter, en gros. Alors nous, on va capter de l'info avec nos systèmes à nous, mais il faut aussi en capter via tout ce qui a été mis en vente, tout ce qui a déjà été vendu, toutes les opérations qu'il y a eu. Donc c'est très long. Et quand on arrive à le faire, on est capable de dire, bon voilà, d'un point de vue global, voilà ce qu'il en ressort, et voilà, comme je l'ai dit, ce qui se raréfie, ce qui se valorise ou ce qui se valorise pas. Ça donne aussi des tendances parfois qui sont variables, c'est-à-dire les tendances vont bouger. Je prends les garages, ça a très vite bougé. Quand on a commencé nos études il y a 4 ans, avant de créer la boîte, nos premières études économétriques, le garage en fait n'avait pas un tel poids
dans la vente d'un bien immobilier à Marseille, du moins dans le centre-ville. Et ce poids n'a cessé de grossir. Et le prix du garage aussi. Et ça, on a été capable de le mesurer trimestre par trimestre, et c'est de plus en plus percutant. D'accord. Les extérieurs, ça a explosé aussi après le Covid, ça commence un peu à se stabiliser, mais en fait, il y a des périodes où certaines variables vont faire augmenter le prix pour X ou Y raison, et ensuite ça peut stabiliser ou aller de façon exponentielle. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on est capable de calculer. Il y a une marge d'erreur, enfin, est-ce que tu arrives Ouais, mais... que tu t'es déjà planté, par exemple, dans tes résultats? Alors, il y a a posteriori, en fait, là-dessus, on a mal, on doit c'est une très bonne question. Il y a des villes où on n'avait pas assez de données pour éviter une marge d'erreur trop large, donc on a dû réajuster. Nous, on ne publie rien maintenant tant qu'on n'a pas vraiment, on va dire, minimisé donc, cette marge d'erreur. On a aussi pu se planter au tout début sur la prise en compte ou non de certaines variables. Il a fallu rajouter le DPE qui aujourd'hui est un vrai cheval de bataille pour nous. Donc évidemment, petit à petit, c'est ça l'objet de la recherche du développement, il faut toujours ajuster. Ouais, parce qu'avec la DPE, tu as toute la base ADEME que tu peux indexer. Exactement. Donc c'est excellent. Donc comment, toi, tu mets tout ça sur des serveurs? Exactement. Tu as besoin de CPU, tu as besoin d'espace énorme et de CPU pour ça. Il faut du développement, il faut des personnes qui sont capables de le faire, il faut du budget, et c'est ça qui implique d'être une start-up et de lever des fonds, naturellement. Est-ce que tu utilises de l'indexation de l'IA pour indexer comme ChatGPT, c'est lire un contrôle, un déménagé ou pas? On a commencé à mettre en place du machine learning, on a commencé un peu à cibler certains outils qui permettaient d'automatiser tout ça. C'est pas encore en place, c'est d'ailleurs l'objet de notre levée de fonds, c'est pour ça qu'on va au bout, c'est pour réussir à automatiser tout ça. Et c'est vrai que c'est un travail où on partait de zéro, parce que personne ne le faisait, du moins pas pour ça. Donc évidemment, partant de zéro, ça prend un certain temps, mais aujourd'hui on a la certitude qu'on peut aller tout automatiser et mapper toute la France, même si ça va prendre du temps, on sait qu'on pourra le faire. Et vous êtes, j'ai pas l'impression, alors je suis pas une boule de cristal, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de boîtes qui fassent ça aujourd'hui en France. Tu as des concurrents sur ce marché? Pas vraiment, parce que c'est vrai que dans une logique de maximisation des profits, il suffisait de produire certaines datas basiques pour s'enrichir. Bon, c'est un fait, je critique pas. Sans nommer meilleur agent, par exemple. Est-ce que je critique vraiment pas, parce qu'ils ont ouvert la voie et c'est absolument intéressant. Eux ne sont pas du tout allés dans cet angle-là. Voilà, et c'est vrai qu'ils sont peut-être pas allés dans l'angle, ils sont restés dans l'angle plutôt macro que micro, qui était peut-être suffisant jusqu'à présent, mais aujourd'hui, comme je le dis souvent, on peut plus se contenter de moyenne et d'approximation, enfin selon moi on ne peut plus. Quand tu avais des boîtes genre Solène qui faisaient l'ensoleillement des trucs, bien sûr. Vraiment dans un raffinement. C'est ça, exactement. Et même d'autres boîtes aussi, quand ils ont commencé à proposer du 3D, tu as dû le voir, évidemment, les projections 3D, justement, intégrer aussi l'ensoleillement, la luminosité. Donc on a commencé à aller plus loin, mais sur vraiment des bribes, des bribes d'analyse de biens. Et aujourd'hui, nous, le but, c'est d'agglomérer tout ça et de produire tout un tas de données sur des villes, comme je l'ai dit, entières, en allant beaucoup plus loin que ce qui existe. C'est génial. Donc, tu as parlé de levée de fonds. Aujourd'hui, tu as monté ta boîte avec ton associé, donc vous êtes deux chercheurs, c'est ça? Exactement. C'est assez marrant de voir, parce que vous venez pas du tout du monde de l'entreprise. Non, on vient pas. Qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête en vous disant, tiens, on va s'associer? On a un projet d'abord. Ouais. Ce truc-là nous intéresse. Comment vous êtes arrivé à... Donc toi, tu étais chercheur, je récapitule juste, c'est ça. Moi, j'étais chercheur et j'avais une boîte à côté. Donc j'étais entrepreneur. Mais attention, je n'étais pas un entrepreneur du CAC 40 loin de là. J'avais une boîte où en fait on proposait des cours particuliers assez poussés pour des personnes qui passaient des concours comme Sciences Po Paris. Tu avais déjà dans le mindset, dans l'idée de monter une boîte. Voilà, bien sûr. Donc j'étais déjà entrepreneur, mais j'étais beaucoup plus côté recherche, prof, enseignement. Voilà, je le cache pas. C'était un outil, cette boîte qui te servait pour tes étudiants. Et c'est pas moi qui dirigeais la boîte, on va dire qu'il a drivé. Et mon associé pareil. Il est toujours chercheur. Et en fait, c'est au gré des discussions qu'on a eues où on s'est rendu compte que quand même beaucoup d'agents IMO, et je pense à raison, arrivaient à identifier, ou même des gestionnaires de portefeuille, des biens en se disant, tiens, ça, il y aura une belle plus-value. Ça, il vaut mieux investir dans ce bien A que dans ce bien B. Et nous, on se disait, ils arrivent à capter ça, ils ont l'intuition. Mais est-ce qu'ils sont capables de le faire sur tout un... Voilà, c'est du bon sens. Mais est-ce qu'ils sont capables... Tu connais ton secteur. Exactement. Et est-ce qu'ils sont capables de le faire sur toute une ville? Non. Sur tout un pays, encore moins. Donc on s'est dit, il y a sûrement de la data à sortir là-dessus. Il y a eu des tentatives extérieures. Aux États-Unis, en Australie, il y a eu aussi des modèles aux États-Unis qui ont été posés, brevetés là-dessus, mais qui ne donnaient aucun résultat vraiment sur plusieurs années. C'est-à-dire on était capable de capter, ça devrait plus augmenter, on sait pourquoi, mais on ne proposait aucune évolution, on n'avait pas de métriques. Et donc nous, on est allé poser des métriques là-dessus. Je pense qu'aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ça existe dans d'autres sciences.
Donc c'est-à-dire qu'il y a des sciences où on fait de la projection, sinon on ne serait pas à un tel niveau de développement dans nos sociétés. Aujourd'hui, on fait des projections, on le voit tous les jours, sur le réchauffement climatique. Sur la finance, etc. La finance, la démographie. La finance, ils font que ça. C'est une histoire de moyens. C'est histoire de moyens. On n'a juste pas mis les moyens. La démographie, voilà, la démographie aussi, ça se fait beaucoup. L'économie de la santé, qu'on est capable de dire combien de personnes auront cette maladie et pourquoi, ça c'est clairement identifié. Donc, et dans l'IMO, on a beaucoup de données, mais il y avait peu de moyens qui étaient, on va dire, administrés pour ça. Alors, ok, donc ça c'est hyper intéressant. Donc vous êtes associés tous les deux. Exactement. Comment vous avez financé les premiers devs? Vous avez levé des fonds ou vous êtes On a levé des fonds. Nous, on a mis quelques fonds propres, mais il n'y avait pas grand-chose à mettre. Objectivement, on était quand même relativement jeune aussi. Voilà, exactement. On fait une levée de fonds. Donc nous, on propose un plan de développement en trois étapes. C'est une première levée qui est vraiment du pré-seed pour aller faire une version bêta, et c'est ce que je disais. Au début. Y arriver, voilà, c'est ça. Y arriver jusqu'à un MVP. Quand on a ce MVP, on refait une levée encore timide, je parle de 200 000 € à peu près, pour aller justement transformer ce MVP en vrai outil commercial. Il y a combien de temps? Un an et demi? Et ça, c'était il y a à peu près un an. À peu près un an. Okay. Et ensuite, on arrive à aujourd'hui, où on a notre outil commercial, on sait développer la plateforme, on a de la visibilité, et donc maintenant vous avez des clients. Et on a des clients, du chiffre d'affaires récurrent. Du CA, c'est ça. Okay. Et donc en fait, on dit on vient doper tout ça avec une dernière levée pour maintenant décoller de façon exponentielle. Voilà. Donc on a respecté ces étapes, on en est à la troisième, et à chaque fois, on a voulu vraiment faire de l'efficience en disant on lève ce dont on a besoin, pas un euro de plus. Aujourd'hui, sur 2024, tu penses que vous allez faire combien de chiffre d'affaires? Nous, l'objectif, c'est de faire 500 000 sur 2024. On est dans les temps actuellement. Évidemment, ça va aussi dépendre Alors, il y a le marché, on va peut-être en parler, mais ça dépend du marché, mais pas que. Ça dépend aussi de la rapidité à laquelle on arrive à développer, parce que le problème de la recherche et du développement, moi je connais ça depuis des années, c'est que tu cherches. Après, tu finis par savoir que tu peux trouver, mais tu ne sais pas quand tu trouves. Voilà, exactement. Tu réitères. Et des fois, c'est ça. Et des fois, tu tombes sur des os. Des fois, tu te dis, tiens, là, on a mis 3 semaines de plus que ce qui était prévu. Et donc, ça ralentit ton développement et donc ton CA. Ok, donc actuellement, vous êtes en levée. Là, on est en train de boucler une levée. Après, on est toujours ouvert pour la suite parce que c'est la vie d'une entreprise, c'est de recevoir aussi des propositions. On est en train de boucler notre dernière levée. Je l'ai dit, c'est de l'efficience vraiment optimale où le but, c'est de dire avec un certain montant, on peut scaler tout ça et on peut viser de la grosse performance économique. C'est bien, c'est génial, c'est hyper intéressant. Alors, ok, donc génial, donc levée en cours. Quelle est ta vision, donc avec toute la data que tu as, que tu manipules tous les jours, que tu mets dans ton mixeur? C'est quoi ta vision du marché de 2024? Donc on a vu que les taux ont fortement monté. On s'est pris dans la tête une montée des taux, c'est malade. Ça s'est tout grippé fin d'année dernière. Complètement. Dernier trimestre, même sur plus de 6 mois sur Paris, ça a été violent pour les. Moi je vois les gens qui sont dans l'immobilier dans Paris intramuros, ça a été très violent. C'est compliqué. Fin d'année, ça a été très compliqué sur toute la France. Là, on sent que les banques lâchent un peu du lest, c'est-à-dire qu'ils avaient atteint leur objectif en fin d'année. C'est ça. Ils refont du grain, on ne peut pas leur reprocher. Ah oui, bien sûr, mais ils reviennent. Vous avez vendu 1% pendant des années. Voilà, c'est horrible, ça ne peut pas tenir. Vous ne gagnez pas d'argent. Il y a une réalité économique, qu'est-ce qu'elle est? La banque, c'est un business, c'est du gagnant-gagnant. Et là, les banques, quand elles prêtaient 1%, elles ne gagnaient pas d'argent. Donc, il y avait trop de liquidités aussi, c'est ça, exactement. Donc, quelle est ta vision de 2024? On voit que les taux sont un peu calmés. Alors, les gens disent ça va baisser, machin, etc. Est-ce que ça baisse? Est-ce que tu arrives à avoir à travers ce sont les deux analyses selon moi qu'on peut faire. Il y a l'analyse vraiment globale, et tu viens de la faire en disant ok, qu'est-ce qu'on ressent, on va dire tous, si on se place au-dessus de la France et qu'on regarde au-dessus. Et là, c'est indéniable, il y a certains marchés qui sont encore grippés mais qui repartent, qui commencent à repartir. D'ailleurs, on le voit à Marseille, on le voit ici. Ça repart dans le sens où déjà beaucoup ont attendu, ils veulent plus attendre. Il y a cet effet psychologique aussi. Il y en a, ça fait 6 mois ou 9 mois qui se disent tiens, je verrai pour acheter, je verrai pour vendre. Sauf qu'ils finissent par passer à l'action parce qu'il y a un moment. Les vrais vendeurs, c'est l'éternel, c'est ce qu'on dit au Will Logeur, c'est quelle est la raison de la vente. Oui, voilà. Et t'en as, il y a un phénomène, là, à l'heure où on enregistre, on est en avril. En avril, si je signe en avril, mai, juin, 3 mois. C'est ça, les 3 mois, ouais. Et si j'ai des enfants que je veux. Il y a un moment, tu n'as plus le choix. Il y a ce phénomène. Bien sûr. Il y a un moment, tu n'as plus le choix. Donc certains repassent à l'action. Et dans le même temps, on a la chance, ou du moins ça revient un peu, on va dire, à ce qui est plus ou moins normal, d'avoir des annonces qui vont dans ce sens-là. Les taux devraient baisser et surtout les banques lâchent un peu du lest. Elles sont moins, on va dire, regardantes sur les conditions d'octroi du crédit. Donc ça aide le marché, c'est indéniable. Mais après, ce que moi je disais déjà toute l'année dernière,
période de pleine crise, si je prends par exemple, je pense que c'est le mois d'octobre qui a été le pire dans l'immobilier. Le mois d'octobre, on était déjà à moins 7% sur Lyon, à moins 10% sur Paris en termes de prix, on était à moins 15% en termes de volume de vente. À ce moment-là, l'année n'était pas terminée. Et bien même à ce moment-là, il y a des micro-marchés qui sortaient complètement du lot. Aix, Nice, Toulon, Marseille, La Rochelle. Qui ne sont pas des petites villes, quoi. Et qui ne sont pas des petites villes, je parle de. Voilà. Déjà chers. Quand je dis micro, c'est par rapport à la France. Toulon, ça reste. Moi, de ce que j'entends, c'est une ville qui a été hyper bien gérée et qui a été mal aimée avec ce pendant des années, bousillé par tous ces barres d'immeubles industriels, mais qui est en train de on a vécu quelque part ça avec la Ciotat, si tu veux. Donc pareil. Et c'est pour ça qu'il y a des marchés qui, malgré tout, résistaient à la crise. Et déjà, ça c'est ultra bon signe parce que ça montrait que la crise, en fait, il y avait parfois certains critères qui permettaient de s'en préserver. Et d'ailleurs, même à Marseille et même à Paris, en plein milieu de la crise, il y a encore certains types de biens qui résistaient à la crise. Nous, c'est ce qu'on voyait. C'est-à-dire qu'il y a certains biens, attention, une minorité, mais qui en fait n'étaient pas affectés par la crise. Alors c'était plus long de vendre, mais on vendait au même prix, voire plus. Et surtout, on était dans des projets qui, comme tu le disais, doivent se concrétiser un jour. Donc c'est ça, les personnes cherchaient des habitations, il y a un moment on a une famille, il y a un moment on déménage, il y a un moment on a des nouveaux objectifs professionnels, il y a un moment il y a un côté aussi renta qui est très important. On a acheté pour finalement louer ou faire de la revente, il faut le faire. Oui. Donc on finit par passer à l'action. Et c'est vrai que 2023 a été relativement grippé, et aujourd'hui c'est indéniable que ça repart, et ça repart avec moins d'acteurs sur le marché. Donc le gâteau, si je fais cette métaphore, va être partagé en moins de parts. Moi c'est ce que je pense. Moi je pense que dans les périodes de crise, il faut se tenir. Il y a eu énormément de monde, de touristes qui étaient là. Enfin nous on voit du côté des agences immobilières, et c'est bien, ça nettoie un peu. Il y avait trop de monde, c'était pas possible. Surtout, les gens n'avaient pas. Il faut se spécialiser, il faut se former, il faut avoir. Voilà. Ok. Bien sûr. Et est-ce que tu arrives à voir dans ton marché, dans ce que tu ressens des stats, qu'est-ce qui repart? Est-ce que c'est l'investissement, enfin si on peut dire deux marchés, l'ARP, la résidence principale, et l'investissement locatif, est-ce qu'il y a un marché qui prend le devant ou pas du tout? Alors, est-ce que tu as un c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'avec Licaon, vous arrivez Alors, nous, on voit ça. On le voit par ville, en fait, en réceptionnant des demandes. Des personnes viennent dire moi, je souhaite acheter, je souhaite louer, je souhaite mettre en location. Et en fait, on se rend compte, c'est ça, que les résultats sont assez variés. Il y a un fort retour de l'investissement locatif parce que comme les taux sont normalement amenés à être diminués, certains font le raisonnement en se disant on va retrouver une certaine renta. Même si j'arrive à avoir... j'emprunte à 4 et je vais renégocier dans 3 ans. Je vais renégocier et comme à ce moment-là mon loyer sera de temps, je repasse au-dessus. En fait, le chemin classique... à comprendre que comme il y a eu de l'inflation, le loyer augmente, etc. Voilà, exactement. Et surtout que les prix, certains ont baissé. Donc mine de rien, on acquiert moins cher. Même si tu empruntes plus cher mais que tu achètes moins cher, voilà. Tu tires. Alors il y a cet effet balancier qu'on ressent. Attention dans certaines villes, c'est-à-dire qu'à Paris, il y a eu un gros retour des investissements sur les petites surfaces, parce qu'évidemment, à coût de 10 000 le mètre, on ne peut pas aller taper du 100 mètres carrés. Voilà. Par contre, sur les petites surfaces, il y a eu un vrai retour qui avait moins le vent en poupe ces dernières années. Ces dernières années, même si beaucoup de gens investissent évidemment dans les petites surfaces, proportionnellement, c'était moins que par le passé. Et donc ça, il y a un retour. À Marseille, on voit qu'il y a un fort degré d'investissement sur des surfaces entre 40 et 60 mètres carrés. Parce qu'on sait très bien qu'on va avoir globalement une ou deux chambres et que on est sur une ville où il y a beaucoup de familles, on va louer à des familles. Une famille avec un enfant, c'est moins cher, c'est facile à louer. Donc à l'inverse, on prend Nice. Nice, on est revenu sur de l'ARP pure parce que on est sur un phénomène, alors je ne veux pas faire de clichés, mais on a quand même une population un peu de rentiers entre guillemets, qui sont encore capables d'acquérir des mètres carrés. Souvent on part à la retraite, on revend, on fait une plus-value, on veut plus petit, mais plus qualitatif. Donc sur Nice, c'est cher. Voilà. Et sur Nice, nous on a eu beaucoup de demandes où on disait je cherche à acquérir sur Nice, c'est une RP, je vends mon ancienne, je vais faire une grosse plus-value parce que les prix ont augmenté sur Nice, attention, en pleine crise. Donc vraiment c'est localisé. Et je pense qu'il y a des territoires qui ont été un peu, qui ont subi une sorte de bashing un peu. On a dit c'est la crise. Le propre des crises, c'est que ça s'auto-entretient. Le catastrophisme, tu dois le voir, je pense, tous les jours. Mais il y a des secteurs où on a beau dire c'est la crise, ça ne l'était pas tant que ça. Et je reviens sur mes exemples, et on peut même en trouver aussi dans d'autres villes un peu partout en France. Mais il y a certes des villes qui l'ont subi, c'est indéniable. Lyon, Orléans, Paris, vraie crise immobilière. Il y en a d'autres qui ont été préservés. Donc moi, je pense qu'on va revenir à un système un peu d'activité immobilière où le locatif occupe une certaine place dans les grandes villes. Et dans d'autres villes qui ont bien résisté à la crise, on va avoir un rebond de l'immobilier sur de l'ARP. Parce qu'on sent que les prix montent, on peut faire des plus-values, donc c'est toujours rassurant. De toutes les manières, le marché de l'immobilier a toujours été résilient en France. Les Français, si tu veux te constituer une retraite,
malheureusement, on ne prête pas pour acheter en bourse. Enfin, tu peux faire un découvert, mais bon, tu payes cher. Les anglo-saxons, ils placent 60% des placements anglo-saxons, c'est sur des produits financiers purs. Nous, c'est l'inverse. On a plus des 2/3 qui sont sur de l'immobilier d'une certaine façon. C'est-à-dire, est-ce qu'on va investir dans la pierre en tant que telle ou dans des projets immobiliers, dans du bureau, etc. Alors, nous, ça date, d'ailleurs, c'est un papier de recherche que j'avais sorti il y a 2 ans. Nous, vraiment, cette histoire, ça date globalement de la Révolution française. Donc, ça fait 250 ans qu'on fait ça. Voilà. C'est pas le cas. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de moins rentable, entre guillemets, parce qu'en fait, bon, tu limites ton risque en investissement dans l'immobilier. Oui. Mais les anglo-saxons qui sont souvent en taux variable, etc. Bien sûr, voilà. Le risque, mais tant la bourse prend tant, boum, c'est ça. Mais tout est lié. Hein, voilà. Donc, eux, ils sont. Il y a un arbitrage qui n'est pas le même. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que nous, ça fait mine de rien. Alors, on le sent pas parce que toi et moi, on n'était pas là il y a 250 ans. Mais ça veut dire qu'on hérite de cette pensée. On hérite d'une pensée dans laquelle on dit la pierre c'est stable, la pierre ça ne fait que monter, et surtout l'État, mine de rien, depuis 250 ans, que ça soit république, monarchie, empire, ce qu'on veut, a toujours placé, on va dire, l'immobilier au cœur de sa stratégie. D'où le fait que ça soit 15% du PIB aussi. Ça aussi c'est unique, hein. 15% du PIB, c'est un peu moins, c'est ça qui est. Voilà, moi, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui rien n'est fait pour aider. Alors c'est une vague un peu creuse. C'est une vague un peu creuse. C'est un gouvernement qui ne s'intéresse pas. Or moi, j'arrête pas de dire, l'immobilier, c'est à peu près 2 millions d'emplois en France. Ah oui, mais c'est non délocalisable. Attention. Non délocalisable. C'est compliqué d'aller faire bosser des maçons et d'ailleurs en Turquie ou pour venir complètement. Et on l'a vu. On peut importer les Turcs en France, mais après. Non, mais c'est ça la différence avec par exemple l'automobile qui a été mise en avant par l'État pendant des années. Alors moi j'aime bien l'automobile, hein, mais l'automobile, quand il y a eu des crises, ils sont directement passés dans une production ad hoc, en allant au Maroc, en Turquie, au Portugal, au Brésil. Ça, on ne peut pas le bouger. Après, ça fait des scandales avec l'usine Renault à Tanger. Exactement. Ça fait là, on est en train de passer à l'électrique et on voit les usines, tous les problèmes chinoises, etc. L'immobilier, c'est pas le cas. Et surtout, on est sur un secteur, ça aussi j'en avais parlé lors de certaines conférences, où il y a un retard technologique, et tu seras, je pense, le premier à dire ça, qui est énorme, attention, comparé à ce que ça pèse dans le PIB. Je veux dire, aujourd'hui, quand on sait qu'il y a encore certaines agences ou certains promoteurs dont le seul outil technologique, ils le disent eux-mêmes, c'est un site internet, le seul, je veux dire, on est en 2024, alors qu'il y a d'autres secteurs, même des secteurs hyper archaïques comme la grande distribution alimentaire, c'est le truc le plus archaïque. Tu mets un entrepôt, tu vas acheter et livrer ton magasin, les gens viennent acheter. Même eux, ils sont suréquipés à l'heure actuelle par rapport à l'immobilier. Ils ont des bornes, ils ont des algos qui vont calculer comment la logistique peut être optimisée. Ils vont aller faire de la construction où en fait le bâtiment va être autosuffisant en termes d'énergie, mais c'est eux qui le demandent. C'est pas le secteur de l'immobilier qui leur propose. Et donc même eux, qui étaient vraiment le secteur pour moi le plus archaïque possible, ont dépassé l'immobilier là-dedans. Donc je pense qu'avec la PropTech, pour moi, le but c'est d'aller dire il faut innover et il y a de la marge, il y a des fonds, il y a de la recherche. C'est toute faite pour parler de la French PropTech. Voilà, tu m'as rejoint en tant qu'ambassadeur avec Frédéric Georgeau. On est 3 co-ambassadeurs sur la French PropTech PACA. Et justement, moi, tous les jours, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Et c'est un métier qui a évolué sur la transaction. Tu vois, pendant 10 ans, la transaction, on a oui. parlé mais il n'y a pas eu le choix. Hein. Mais le reste, le métier d'administration de biens, la promotion, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça qui est génial. Donc nous, maintenant, si vous êtes dans une PropTech que vous venez nous rejoindre, on cherche. On est toujours et on est source de propositions. C'est vrai qu'il y a propositions pour beaucoup avec toutes les PropTech. C'est incroyable de voir. Voilà, il y en a plusieurs, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il n'y a pas que la Transac et il y en a d'autres à aller chercher. Et il y a beaucoup de métiers, même nous on s'y attendait pas quand on voit certains membres de la PropTech. Moi je suis le premier à me dire, ah ouais, j'ai pas pensé, c'est génial ce qu'ils font, ou ce qu'ils veulent faire. Et je me suis dit, j'avais vraiment pas pensé. Voilà, et quand je vois à quel point aujourd'hui, par exemple, le home staging est en train de se digitaliser, et c'est pas juste je crée un site internet et je fais des vidéos, c'est pas que ça, c'est que ça va beaucoup plus loin avec de l'ultra-optimisation, de l'IA, avec même des services où on va capter où c'est qu'il faut en faire ou pas en faire. Enfin, on commence enfin à toucher quelque chose, et c'est là, je pense que, alors honnêtement, je pense que peut-être pas n'importe qui de façon péjorative, mais quand je dis ça, c'est que d'où qu'on vienne, quel que soit le secteur d'activité, on peut vraiment s'intégrer à ce marché de la PropTech parce qu'il y a tellement de choses à proposer que, comme je l'ai dit, des architectes le font, des avocats le font, des notaires le font, des chercheurs le font, des spécialistes de l'immobilier comme toi le font. On n'est pas juste dans un petit microcosme qui ne s'ouvre pas du tout. Merci Stéphane, écoute, c'est génial. Merci à toi. On n'arrête plus sinon. Ouais, c'est vrai, on s'emballe. Merci pour cette vue du marché, cette présentation de l'ICAO. Merci à toi. Donc, levée de fonds, allez voir le marché. Tes clients aujourd'hui, juste, on n'a pas parlé, qui sont les clients de l'ICAO ? On a 2 gammes vraiment, on a 2 catégories de clients. Nous, on commence, et c'est une réussite à avoir du gros groupe immobilier qui vient. Ils sont obligés d'avoir de la précision sur le marché
pour dire, écoutez... Quand tu dis gros groupe immobilier, c'est transaction ou c'est ouais, pardon. Ou je te parle plus côté transaction. Ils sont obligés de dire à leurs potentiels clients, écoutez, on a des analyses du marché, même en temps de crise, franchise, etc. Voilà, même en temps de crise, on sait ce qu'il faut faire. Ok. Donc, eux, c'est une très bonne frange de nos clients. Clairement, pour l'instant, c'est ce qui nous rapporte le plus, mais c'est aussi là qu'on a le plus de valeur ajoutée, parce qu'on va leur offrir des outils uniques où ils vont pouvoir démontrer aux potentiels acquéreurs et vendeurs, écoutez, on ne se base pas sur du vent pour vous faire non seulement l'estimation, mais la vente. Ensuite, deuxième gamme, il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour de l'immobilier. Les annonceurs, les médias. Tu vas aussi avoir certains groupes qui vont être intéressés de près ou de loin par l'investissement, qui vont acquérir. Et donc eux, pareil, on leur produit des rapports, on leur produit des API qui vont être des outils décisionnels. Donc ça, on a encore notre dernier client, pour rien te cacher. En gros, c'est une foncière qui fait plusieurs choix d'investissement pour ses propres clients. Et donc eux, ils m'ont dit, en temps de crise, on a beaucoup plus de mal. Il nous faut des rapports qui démontrent qu'on ne vend pas n'importe quoi et qu'on ne conseille pas. Rassurer les actionnaires. Ils rassurent et surtout ils se sont pris un retour de bâton. C'est qu'avant, ils avaient un flux, tu l'as dit toi-même, ils avaient un gros flux à 1%, etc. Et là, on leur dit, attendez, avec les nouveaux taux, est-ce que vous êtes câblés pour nous faire de vraies propositions ? Et donc ils ont besoin de prouver que ce qu'ils font, c'est pas n'importe quoi. Ouais, donc ça peut être de la. Ok, donc c'est hyper intéressant. Donc là, c'est sur vraiment des personnes qui gravitent autour du secteur. Voilà. Des médias aussi, à qui on a fourni beaucoup d'analyses de marché, qui commencent à nous les acheter. Donc c'est intéressant pour nous parce qu'on leur dit, clairement, je leur dis, sortez de l'analyse des prix au mètre carré, on peut toujours le faire. Mais je leur dis, allez beaucoup plus loin. Aujourd'hui, vous avez de la data qui va même vous dire combien de personnes achètent ou non avec une cave et est-ce qu'il vaut mieux avoir un extérieur qu'un garage. Quand ils s'en rendent compte, évidemment, ils y vont. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, merci pour tout ça. Merci à toi de t'être déplacé. Et, toujours un plaisir. Vite, hein. Donc on avance tout. On avance. bosse beaucoup sur la French PropTech. Sur la PropTech. Merci Stéphane. Merci Samuel.